Alex invite une fois de plus dans vos salons. Installez-vous, nous prenons le contrôle. Je vous invite à découvrir une soirée de gala, mais une soirée de gala pas comme les autres. Quand les geeks se rencontrent, ça donne naissance à la nuit du code. Elle a eu lieu à Supaymax, à l'ex-biscuiterie de Médina de Dakar. Et l'idée en fait dans cette nuit, c'est essayer de regrouper la communauté, disons, informatique qui est ici au Sénégal, mais aussi toute personne qui est intéressée par les technologies. Et pendant cette nuit, donc, essayer de partager donc, sur pas mal de technologies. Il y avait eu du développement mobile avec Android, il y avait Windows Phone, il y avait eu du développement électronique, donc sur quelques hardware qu'on utilise comme Arduino, il y avait Raspberry. On a fait du hacking aussi. Côté développement mobile, il y avait deux principaux ateliers. Il y avait un atelier sur du développement mobile avec Android, donc en utilisant une plateforme assez simple. Et l'autre atelier que moi j'ai mené, donc c'était avec du Windows Phone. Là aussi, on a présenté une plateforme donc, qui s'appelle Windows Phone App Studio, qui permet donc juste avec un navigateur de développer une application du début à la fin, donc en utilisant quelques techniques très simples, donc pas besoin d'être, disons, geek comme on le dit, ou bien expert en codant, disons, dans le code, mais juste en faisant quelques étapes, en faisant des drag and drop. L'idée, c'était de partager avec la communauté, donc comment développer sur le mobile et quels sont les moyens pour développer facilement. La cybercriminalité est un terme qui revient de plus en plus. Convenons d'ailleurs que c'est un phénomène de criminalité transnationale qui prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi? Parce que les acteurs de la cybercriminalité sont au fait de l'avancée des TIC. Alors aujourd'hui, quels sont les dangers liés à l'utilisation d'Internet pour l'internaute? Et surtout, comment on va faire pour nous en préserver? Autant de questions pour un sujet brûlant. De l'autre côté de l'ordinateur se cachent des professionnels de l'arnaque. On les appelle les brouteurs d'Abidjan, car un grand nombre d'entre eux officient depuis la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le salaire moyen est de 300 € par mois. Les brouteurs arrivent à gagner autant en une journée. Au Sénégal, des Nigériens cherchant des candidats à l'immigration ont récemment piraté un compte mail d'un haut responsable de la présidence. Fraude internationale sur Internet, attaque informatique ou usurpation d'identité sur Facebook. La cybercriminalité revêt de nombreux visages et ne cesse de s'amplifier. Zoom sur ce qui est réellement la cybercriminalité. C'est un terme assez vaste, donc il y a très peu de consensus dessus, mais qu'on pourrait essayer d'expliciter ainsi. C'est tous les actes criminels, mais qui sont amenés dans le domaine de la technologie, de l'informatique de manière précise. Elle peut présenter plusieurs caractères. Donc, on peut citer, ça peut être une fraude en ligne, l'usurpation d'une identité, ça peut être le vol ou la compromission de données, ça peut être la pédopornographie, ça peut être le harcèlement sur Internet. Les criminels sont de plus en plus ingénieux pour utiliser les technologies modernes, afin de commettre diverses infractions. Qui sont ces cybercriminels? Il y a plusieurs types, donc ça peut être une personne lambda, un étudiant en informatique qui a appris les rudiments du hacking, peut de chez lui ou depuis le campus universitaire, commettre des actions graves. En Afrique, plus fréquemment, on parle de cybercriminalité plus généralement à cause des brouteurs. Les brouteurs, ce sont ces personnes qui passent des journées sur leurs ordinateurs à envoyer des emails. Dans ma boîte mail, j'ai reçu des messages et dans les messages, je peux bien lire que j'ai gagné de grosses sommes d'argent variant entre 1 million et 10 millions. Voilà. Donc une fois nous venons, commencement là direct, je supprimer quoi. Dama xam ni c'est n'importe quoi. Xam duma jëma lire, duma jëma chercher à fond quoi. One way la ko def, ci la xam ne li moy deal bi. OK, moi supprimer am ni gars dañuy jëma dox sa kaw bop. Ils peuvent gagner beaucoup d'argent, ils peuvent gagner jusqu'à 5 millions par mois pour juste en envoyant des emails aux États-Unis, en France, à des personnes qui sont naïves. Il y a aussi des groupuscules mal intentionnés, donc pour dire que il y a carrément des gangs, des organisations criminelles qui s'activent autour de la cybercriminalité, qui peuvent perpétuer aussi des harcèlements, ils peuvent monnayer des informations, ils peuvent aussi
usurper des données, usurper des profils sur Internet. Et ça fait un peu bizarre de le dire, mais parmi les hackers, il y a aussi les gouvernements. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret de polichinelle que des gouvernements, des pays ont des équipes de hackers et ils ne s'en cachent pas. Les cybercriminels, d'une manière générale, c'est toutes les personnes qui font des actes qui sont hors la loi, mais dans le domaine, encore une fois, de l'Internet, de l'informatique en général. Que peut-on apprendre de plus? Comment les reconnaître et quels sont les dangers? On a des attaques sur des réseaux ciblés avec des virus, des chevals de Troie, où en fait on essaie de récupérer un réseau légitime en les infectant de virus, en les botnetant. Donc les cybercriminels ont tendance à infecter un lot de machines et essayer carrément de les contrôler, de les utiliser à des buts de spamming, à des buts d'usurpation d'identité. Toutes les difficultés que vous rencontrerez lorsque vous serez face à de la criminalité, ce sont les mêmes que vous rencontrez lorsque vous êtes dans le domaine de l'informatique et donc de la cybercriminalité. Vous avez des informations importantes sur votre ordinateur, quelqu'un les vole, c'est un criminel. Dans la vie courante, on dirait que c'est un voleur, ben c'est un cybervoleur. C'est exactement la même chose. Vous courez les mêmes risques que ceux que vous courez. Vous pouvez perdre votre identité, vous pouvez perdre tout votre argent, toutes les informations d'autres entreprises, ainsi de suite. 18 internautes par seconde sont victimes d'actes de malveillance en ligne dans le monde, soit plus de 1 500 000 personnes chaque jour. En 2012, ce sont 556 millions d'adultes dans le monde qui ont été victimes de cybercriminels. Qui sont les cibles? Parmi les cibles, on peut avoir des personnalités publiques. On a eu, en tout cas récemment, c'est disponible dans la presse sénégalaise, certains leaders politiques qui ont eu à part des profils sur Facebook, leur mot de passe et leur compte email. D'autres pour qui les numéros téléphoniques ont été usurpés. Donc cela fait partie aussi des types d'attaques cybercriminelles, disons. Il y a aussi d'autres cibles, des attaques ciblées qui vont vers les entreprises. Tous ceux qui font l'intelligence économique maintenant savent que l'espionnage industriel peut se faire via le hacking. Il y a des cybercriminels qui visent des banques, par exemple, d'autres qui visent des États. Tout le monde, chaque cible, en fait, chaque groupe social ou chaque entreprise, ainsi de suite, représente une cible pour les cybercriminels. La répercussion de l'intimidation électronique dure beaucoup plus longtemps que celle de l'intimidation traditionnelle. Les images vicieuses ou messages menaçants peuvent laisser des séquelles. Mais il existe des moyens de prévenir le cyberintimidation et d'identifier le problème lorsqu'il se présente. Comment se protéger des dangers de la cybercriminalité? C'est faire comprendre aux gens que dans la vie, rien n'est gratuit et c'est encore plus vrai sur Internet. Jamais personne ne vous enverra une maison, une voiture gratuitement en vous envoyant un email. Savoir comment les attaquants, quelles sont les techniques utilisées par les attaquants, comment se défendre, c'est-à-dire bien s'outiller avec des outils, être prudent, savoir comment utiliser un site internet, comment savoir ce site internet est fiable. À côté de ça, il y a plein d'outils. Il y a des outils qui permettent déjà d'écarter ces menaces-là. Parce que souvent, ces menaces-là arrivent par mail. Voilà. Quand on a un bon logiciel de mail, eh ben une bonne partie de ces mails-là n'arrivent pas. Ils arrivent directement dans la poubelle. Et quand on en repère un qui a pu passer dans le filtre, on peut aussi le signaler et le mettre sur la liste noire pour que demain, on ne reçoive plus de mails de tel ou tel destinataire. Pour mettre en place en fait une bonne sécurité, il faut respecter les principes de la sécurité. Bon, il y en a 5 souvent, mais on va citer que 3, donc qui sont la confidentialité des données, l'intégrité des données et la non-répudiation. Il y a également des outils de contrôle parental où, en tant que parent, on va pouvoir réguler l'accès à Internet de nos enfants. Quels sont les obstacles à la lutte? Ils sont très très nombreux et encore une fois, selon les pays, selon les situations sociales, les obstacles sont différents. C'est un domaine dans lequel les États ne sont pas les seuls aux manœuvres et ce qui rend assez complexe la lutte et la lutte contre la cybercriminalité.
Donc au Sénégal, on a des lois qui sont votées, mais force est de constater qu'il y a très peu de cas qui arrivent devant les tribunaux. Parce que forcément, ceux qui sont infectés n'ont pas le réflexe de porter plainte. Bien entendu, il y a la commission de protection des données personnelles, en tout cas qui a vu le jour récemment, et qui offre un cadre pour pouvoir porter plainte et pour pouvoir déclarer les données. Mais je pense qu'il y a un réel problème de prise en charge parce que les utilisateurs eux-mêmes ne savent pas forcément identifier les attaques. Il y a très peu de cas qui arrivent devant les tribunaux et les États n'ont pas forcément, nos États n'ont pas forcément les moyens, en tout cas pour le moment en Afrique, n'ont pas les moyens de lutter efficacement contre la cybercriminalité. Il faut aussi avoir conscience que la cybercriminalité se développe dans un contexte global de guerre économique permanente, de recherche de profits immédiats. Il ne suffit pas de sensibiliser la population aux dangers du réseau Internet et aux précautions élémentaires. Les citoyens doivent aussi comprendre que sur la toile ou ailleurs, rien ne se gagne gratuitement. Il y a Sandaga, le célèbre marché, et maintenant Sandagart, une plateforme mise en œuvre par nos valeureuses Digentech. Il y a le Daral, l'endroit célèbre où on vend du bétail, et maintenant l'application Daral, bien sûr vouée au secteur de l'élevage. Il y a aussi la brigade de la lutte contre le piratage et la contrefaçon, et maintenant il y a eu ce raid qui a permis à 1856 téléphones contrefaits d'être saisis. Le 29 janvier 2014, Digentech, premier hub rassemblant des femmes travaillant dans le domaine des technologies au Sénégal, a mis en ligne le site Sandagar, une nouvelle plateforme dédiée aux artisans. Sandagar vise à aider les artisans sénégalais qui ont souvent des problèmes pour promouvoir leurs produits au niveau national et international. Le fonctionnement de la plateforme permettra à chaque artisan d'avoir sa propre page afin de mettre en exergue ses produits avec à l'appui les prix figurant sur la plateforme. Le ministre de l'Élevage et des Produits Animaux, Aminata Mbaye Ndiaye, et le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Cheikh Adibou Dieye, ont procédé au lancement de l'application Daral destinée à la gestion du secteur de l'élevage. Cette application est composée de 2 plateformes web et SMS qui sont reliées à une base de données. Le rôle de l'interface web étant de permettre la collecte et la visualisation des données relatives aux éleveurs et à leur cheptel. Quant à l'interface mobile SMS, elle permet aux éleveurs d'interagir avec les vétérinaires et les forces de l'ordre de leur localité en cas d'alerte épidémiologique ou de vol de bétail. La Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon et Samsung ont organisé au début du mois de janvier 2014 à Dakar des raids dans plusieurs marchés afin de lutter contre la vente de produits de contrefaçon. Le résultat de ces opérations a été la saisie de 1846 téléphones contrefaits dans plusieurs points de vente. À travers cette opération, la police entend s'opposer aux fabricants et fournisseurs de téléphones portables contrefaits. Et dans cette logique, l'entreprise a également intenté des actions en justice contre ces contrefaiteurs. Nous recevons en entretien M. Juanito Adebze, directeur des PME-PMI Distribution. Il va nous parler du cloud computing, un sujet qui est actuellement à l'actualité. Le cloud, c'est un mot qui est partout. Ça existait il y a longtemps, mais aujourd'hui on en parle de plus en plus. Mais c'est quelque chose qui est, à mon avis, très simple. C'est le fait de pouvoir utiliser des machines ou des puissances de calcul ou des logiciels qu'on n'a pas chez soi. Des ressources qui sont hébergées ailleurs. Cloud computing, si on le prend en français, c'est l'informatique dans les nuages. Absolument. L'informatique dans les nuages pour dire qu'on ne sait pas où c'est. On l'utilise, mais on ne sait pas où c'est. Exemple, aujourd'hui, quand vous utilisez Facebook, les machines de Facebook sont quelque part aux États-Unis, là-bas. Vos photos que vous stockez sur votre page Facebook sont là-bas. Et les machines qui font le calcul de l'affichage sont là-bas. Et vous, ici, vous n'avez que votre terminal pour pouvoir utiliser cette puissance-là. Quels sont les réels avantages d'utiliser le cloud aujourd'hui pour nos PME, par exemple, pour nos PME? En fait, il y a plusieurs niveaux d'offres.
Premier niveau, c'est ce qu'on appelle infrastructure comme service. C'est-à-dire qu'on va pouvoir louer une machine. Et là, on y met dessus le système d'exploitation qu'on veut, la base de données qu'on veut, les applications qu'on veut. Le deuxième niveau, ce serait la plateforme. Là, on a loué une machine, une puissance de calcul et un système d'exploitation qui est dessus. Et le troisième niveau, ça va être software as services. On a loué on va dire l'ensemble, et la machine, et le système d'exploitation, et le logiciel, l'application qu'on veut utiliser quelque part chez un hébergeur qui s'occupe de tout ça. Okay, donc là, vous venez de nous montrer l'aspect technique même de la catégorie de système cloud qui existe, en parlant de la plateforme, des infrastructures et des services. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre sur les logiciels, software as a service. Aujourd'hui, quelle est la gamme d'utilisation ou en tout cas les logiciels que l'on propose aujourd'hui pour permettre aux entreprises en général de booster leur productivité ou d'améliorer leur collaboration. Et quel est l'avantage aujourd'hui pour les structures du Sénégal ou de l'Afrique en général de bénéficier de ce système cloud-là? Finalement, c'est un sacré avantage pour les PME-PMI, surtout dans nos régions ici, où on n'a pas beaucoup de moyens pour investir dans des serveurs énormes, dans des équipes d'informaticiens pour pouvoir développer tout ça. Donc, ces PME-PMI, finalement, vont bénéficier de services que les grosses sociétés utilisent, les mêmes services, sans pour autant investir à la hauteur de ce que les grosses sociétés ont fait. Effectivement, là, on parle de réels avantages de l'utilisation de ces services-là, mais les gens ils sont assez sceptiques quand il s'agit de l'Afrique, parce que parler de services, d'utilisation de logiciels comme service, ça passe par Internet, et les gens ils disent que l'Afrique n'est pas connectée. Est-ce que c'est pas un gros handicap pour les entreprises ici? Ça peut. On pourrait le prendre dans ce sens-là, en disant que l'Afrique n'est pas connectée. Mais bon, on a la chance au Sénégal quand même d'avoir de bonnes infrastructures au niveau Internet. Ceci dit, les offres que Microsoft propose sont des offres qu'on peut utiliser à la fois online et offline. C'est ça l'avantage, de continuer à travailler même quand la connectivité n'est pas là. Ensuite, quand on retrouve la connectivité, les données se synchronisent en arrière-plan automatiquement sans que l'utilisateur soit gêné dans son travail au quotidien. Donc on pourrait être moins sceptique aujourd'hui pour dire que l'Afrique, le cloud est fait pour l'Afrique. Oui, l'Afrique n'est plus, je dirais, à part dans le monde. L'Afrique est dans la globalisation. On est connecté. Et si nos PME-PMI veulent vendre nos boubous en Australie, il va falloir qu'ils soient présents sur le net. Il va falloir qu'ils dialoguent, qu'ils échangent avec des fournisseurs peut-être en Chine, avec des clients en Californie. Et ça passe par la technologie, ça passe par la connectivité. Et quand on n'a pas les moyens de mettre en place de gros serveurs et qu'on n'a pas les moyens de payer une armée d'informaticiens, eh ben le cloud peut être une alternative, absolument. Et aujourd'hui, quel pourrait être donc le réel blocage de l'expansion du cloud dans nos structures ici? Ben, le blocage peut venir déjà de j'allais dire de l'ignorance, mais grâce à des émissions comme le vôtre, qui prenaient le temps d'expliquer à nos concitoyens les avantages et les possibilités d'utilisation, je pense qu'on va pouvoir progresser rapidement. Aujourd'hui, quand on regarde, j'ai pris l'exemple de Facebook tout à l'heure, au Sénégal, on fait partie des pays les plus présents sur Facebook. Okay, donc, pour moi, le fait de pouvoir en parler déjà dans des émissions comme le vôtre, le fait déjà de pouvoir éduquer, former nos concitoyens, ça pourra aider donc à augmenter l'utilisation de ce type d'outils. Nous n'avons pas de serveurs. Nos serveurs sont quelque part à Seattle ou à Dublin. Mais on a accès à tous nos outils, quel que soit l'endroit où on est. C'est ça le cloud.
C'est ça, cette faculté et cette possibilité de pouvoir travailler quand on veut, où on veut, et surtout, vous le savez mieux que moi, sur l'outil ou le terminal qu'on a. Aujourd'hui, il y a une statistique qui dit qu'on a chacun 3, 4, 5 appareils. Vous avez peut-être deux téléphones, vous avez peut-être une tablette, vous avez peut-être un laptop, vous avez peut-être un desktop. Et tout ça, ça doit se parler. Ce n'est pas parce que vous avez changé de terminal que vous allez pouvoir être coupé ou louper telle ou telle information. On parle de communication, on parle de collaboration, on parle de stockage, on parle surtout de sécurité et de protection de la donnée. Ok, merci, c'était l'entretien. Merci beaucoup. Quelqu'un se rappelle-t-il du film iRobot? Eh bien, messieurs, dames, la Kicker Personal Robot que je m'en vais vous présenter ressemble très fortement à ce robot. En effet, cet androïde est un mignon compagnon qui vous suit partout où vous êtes et qui est capable de projeter toutes les images qu'il voit dans vos smartphones. Le robot Kicker est un hub multimédia conçu pour la maison et capable de transformer de nombreuses surfaces de votre habitation en écran géant. Connecté en Wi-Fi, ce robot mobile pèse environ 14 kg et doté d'un disque dur 1 Tera, d'un projecteur, d'une caméra 360 degrés ainsi que 6 haut-parleurs. Compatible iOS et Android, vous pouvez commander au robot de projeter du contenu audio, vidéo, web sur un mur, de passer un appel vidéo, de jouer à des jeux vidéo ou tout simplement d'afficher un paysage pour égayer votre intérieur. Disponible fin 2014 et constituant une nouvelle plateforme pour l'interaction de la maison. Sachez qu'il faudra débourser entre 4 000 et 5 000 $ pour en faire l'acquisition. Smartwatches, bracelets intelligents, le déferlement d'objets connectés dans notre vie quotidienne n'est pas terminé. L'engouement de cela s'explique par le fait que nous avons ce besoin de suivre quotidiennement notre santé. À cet effet, l'objet que je vais vous présenter, messieurs, dames, a remporté le prix de Everyday Health. Il a été présenté par la start-up française Citizen Science et il s'appelle le D-Shirt. Qu'est-ce que le D-Shirt? Je vais vous laisser découvrir. D-T-Shirt. Le D-T-Shirt est un t-shirt bardé de micro-capteurs, intégré au cœur même du textile, constituant à mesurer partout et tout le temps via des objets connectés. Ses efforts physiques, son rythme cardiaque, la qualité de l'air respiré, le taux de sucre dans le sang. Une application mobile collecte l'ensemble des informations physiologiques en temps réel et permet ensuite d'analyser son effort, de partager les résultats avec son groupe d'amis et de suivre sa progression tout en bénéficiant d'un coaching personnalisé. Voici une solution réellement intéressante, le cloud privé. Il s'agit d'un gros disque dur connecté non pas à l'un de vos ordinateurs, mais directement à votre box Internet. Vos données deviennent ainsi accessibles à tous les objets connectés de la maison, tout comme dans un nuage informatique. Nous croulons sur des données numériques, documents textes, images, vidéos, musique. Que faire de ce patrimoine dématérialisé qui s'accumule au fil des années? En plus, nous utilisons souvent des terminaux légers, tels que des tablettes ou des ordinateurs ultra portables, qui sont dépourvus de grosses capacités de stockage. Le cloud privé s'agit tout simplement d'un gros disque dur réseau connecté non pas à l'un de vos ordinateurs, mais directement à votre box Triple Play. Les données deviennent ainsi accessibles à tous les appareils connectés de la maison. Le cloud privé sont des NAS, Network Attached Storage, simplifiés pour le grand public, faciles à mettre en œuvre et à utiliser. Ces produits se révèlent vraiment utiles, même s'ils sont encore perfectibles, notamment en ce qui concerne l'accès via des applications mobiles. Je ne pouvais décemment pas faire cette émission sans vous faire un clin d'œil à propos de la Saint-Valentin passée. Clin d'œil à ma façon, bien sûr. On a parlé d'amour, on parle toujours d'amour. Eh bien, ladies, dites merci ou pas, c'est selon, au fabricant de lingerie M. Ravijour, qui a créé un soutien-gorge qui se dégrafe tout seul comme un grand grâce à de l'amour sincère et véritable. Et oui, vous avez très bien entendu, il y a des conditions à cela.
Premièrement, la femme doit se tenir en contact avec l'homme qu'elle aime. De ce fait, les battements vont le dégrafer. Si ce n'est pas le cas, il sera verrouillé et cela, messieurs, vous passerez votre chemin. Ce sous-vêtement bardé de capteurs est capable d'analyser en temps réel le rythme cardiaque, le niveau d'excitation et les émotions de la femme qui le porte. Le soutien-gorge ne s'ouvre qu'en présence du grand amour. Et accessoirement, grâce à votre smartphone, ce soutien-gorge envoie des données via Bluetooth. L'application les analyse ensuite et permettra ou pas de l'ouvrir si les indicateurs sont au vert. Selon les concepteurs, l'application arrive à faire la différence entre une source d'excitation quelconque, comme un jogging, et l'amour. Pas encore de prix annoncé pour ce gadget évidemment indispensable. Ça a été un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans votre émission High Tech. J'espère qu'elle a été amazing pour vous. En attendant, je vous retrouve dans 15 jours et je vous rends le contrôle de votre télé.